Et dans le cadre de votre émission Duel, ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire. C'est votre émission Duel de chaque jour ici à partir de 11h en direct jusqu'à 12h30, rediffusion à 22h. Une fois de plus, nous avons respecté les casting, comme publié également dans les réseaux sociaux. Sur ces plateaux, je suis avec monsieur Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole de l'envol, parti cher à l'honorable de Sesanga, l'homme intelligent de ma nation, la tête bien faite. Monsieur Rodrigue Ramazani, soyez le bienvenu. Merci Delphin pour l'invitation. Je salue les Congolais qui nous suivent partout. Je salue les co-débatteurs avec qui nous allons échanger de manière républicaine. Voilà, vous êtes dans l'opposition radicale ou une opposition républicaine? Parce qu'on est situé, hein, apparemment. Écoutez, la loi portant statut de l'opposition place l'opposition dans un registre républicain. Et voilà, l'envol est un parti qui fonctionne conformément aux lois de la République et à la Constitution. Donc je vous dirais clairement que nous sommes une opposition républicaine dont la radicalité ne tient que par la force de proposition. Est-ce que vous avez pris part lors de la marche de la Mouka? C'est 11, parce qu'on avait vu les vidéos en circulaire dans les réseaux sociaux. Votre président, c'est Sanga avec Fayoulou en train de regarder le document. Les gens se sont posés des questions. Vous voulez faire un coup d'État à la nation ou bien quoi? Pourquoi penser quand le compatriote se rencontre qu'il s'agit forcément d'un coup d'État qui se prépare? Non, c'était les images avec le président Fayoulou, entre le président Sesanga et le président Fayoulou. C'était à la sortie de la réunion avec le membre du Conseil de sécurité des Nations Unies qui était ici, et la réunion s'est tenue au Fleuve Congo Hotel. Après, comme compatriotes, ils ont l'habitude de se voir depuis longtemps, la dynamique de l'opposition, les rassemblements, ils peuvent se voir pour échanger. Et concernant la marche, nous on a salué l'engagement citoyen de nos compatriotes de 3 partis politiques de l'opposition qui ont marché pour soutenir les FARDC et dire non à la balkanisation. C'était une marche. Et chasser l'armée régionale aussi. Et chasser l'armée régionale. C'était une marche citoyenne au nom de la Constitution. Tout Congolais est libre d'exprimer ses opinions par l'entremise d'une manifestation pacifique. C'est ce qu'ils ont fait. Je salue la maturité d'ailleurs des manifestants aussi. Et nous, l'envol, on a eu à faire, je crois, pratiquement à peu près la même thématique le 2 juin 2022. Nous avions fait notre marche au soutien à travers toute la ville de Kinshasa pour soutenir les FARDC et dire non à la balkanisation. Je crois que nous n'étions pas là, mais c'était les partis politiques congolais, les partis politiques de l'opposition qui ont mené une action citoyenne que nous saluons et que nous avions pris acte. Merci, Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'envol. De l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Mike Gardi Diana, lui qui est journaliste et puis analyste politique. Monsieur Mike, soyez le bienvenu. Merci Delphin. Bonjour aux téléspectateurs et aux co-débatteurs, mais surtout aussi à l'équipe technique derrière. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Jean-Patrick Moussinga, lui qui est président d'une ONG Avouvi. Vous êtes également de l'Union Sacrée. Vous êtes dans le parti ADECO de Jonas Mukamba, enseignant à l'université également. C'est le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur. Je profite de votre micro pour saluer tous les téléspectateurs, saluer mes co-débatteurs, saluer l'équipe qui vous accompagne, mais aussi réconforter toutes les victimes de guerre qui continuent à endeuiller notre pays. Voilà, Monsieur Jean-Patrick Moussinga, nous allons parler d'un sujet important avec vous aujourd'hui parce qu'on est en direct. On va parler d'un sujet important avec vous, le régime Tshisekedi face à la bonne gouvernance. Quel type d'homme pour relever ces défis? On en parle avec vous, mais j'aimerais quand même d'entrée de jeu poser une question de curiosité. Vous vivez dans la ville-province de Kinshasa, il y a trop de problèmes qui se passent ici, surtout le problème de l'insécurité avec le phénomène Koulouna. Maître Rodrigue Ramazani, vous êtes habitant de Bondal
ces phénomènes n'a pas épargné un quartier, mais encore une commune. Aucune commune n'est épargnée. Et à Bandal, la situation s'est encore aggravée. Je peux vous signaler déjà qu'il y a plusieurs quartiers, plusieurs jeunes de différents quartiers qui ne s'attendent pas. Vous avez les jeunes du quartier Lobodi et Bisengo qui ne peuvent pas traverser vers Makelele, donc Sikin. Vous avez les jeunes de Adoula qui ne peuvent pas traverser vers Bisengo. Bref, la situation est intenable aujourd'hui du point de vue sécuritaire à Kinshasa. Ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est l'impuissance dont l'État fait preuve aujourd'hui face à cet phénomène qui ne cesse de prendre de proportions inquiétantes. Malheureusement, une fois de plus, les Quinoises sont abandonnés à leur propre triste sort face à l'impuissance de l'État où ces jeunes gens se battent la journée, c'est pas la nuit dans la plupart des cas, ils se battent la journée au su et au vu de tout le monde, et lorsqu'ils terminent, ils prennent bagage et partent sans pourtant qu'il y ait une répression de l'État, une force étatique. Parce qu'à la fin de compte, l'État ne s'exerce que par la puissance et par les mécanismes de la violence légitime. Et là, la population est abandonnée. Nous nous posons la question, est-ce que les pays est vraiment gouverné? Lorsque nous regardons la situation à Kwamout, la situation au Nord Kivu, l'impossibilité de tenir la délinquance juvénile à Kinshasa, tout porte à croire que ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui sont déboussolés. Voilà. Sont dépassés par les événements. Et moi, je crois que les problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'aspect sécuritaire, c'est un vrai problème d'ingouvernabilité de ce secteur. Merci. Donnez-moi la photo du général, le général Silvano Kasongo ici derrière, parce que c'est lui le patron de la sécurité ici à Kinshasa, il est le patron de la police. Alors, monsieur Mike Gardi, Diana, vous êtes quand même les leaders d'opinion, vous voyez comment les choses se passent ici à Kinshasa. Pensez-vous que la situation dépasse l'homme qui est ici derrière moi? Il est censé maintenir l'ordre et sécuriser la population. C'est vrai qu'en tant que responsable de la sécurité de la ville-province de Kinshasa, il a une très grande responsabilité, mais dans ma religion, j'ai arrêté de croire aux hommes providentiels. Okay. Le défaut, c'est de croire que le cas de l'insécurité est un mal abstrait, né du néant. J'ai l'habitude de le dire, mais malheureusement les gens n'écoutent pas. Parce que le Congo... faut toujours continuer à parler, ne vous découragez pas. On est presque au bord de l'implosion sociale. Pourquoi implosion sociale? Ce n'est pas du fait d'un individu, mais du fait des cumuls des erreurs dans la gestion de la République et surtout dans la qualité des hommes qui animent cette République. Et je crois que c'est ce cumul-là qui aujourd'hui devient un peu très pesant et un poids pour ceux qui doivent diriger. Ce qui me conduit à dire qu'aujourd'hui, on peut transiger sur tout, mais pas sur la qualité des hommes qui doivent présider. Okay. Quand le contexte est assez grave et assez difficile, je crois qu'à ce niveau-là, il faut bien choisir qui placer où il faut. Je n'ai rien contre le général Silvano Kasongo. Moi, particulièrement en tant qu'humain, je ne le connais pas, mais je crois que le rapport dans la ville-province de Kinshasa, je crois qu'on peut mettre la responsabilité sur sa tête aussi, mais comme je l'ai dit tantôt, je l'ai expliqué pourquoi je parle de l'implosion sociale, c'est que quand vous regardez les grandes villes, par exemple, même Lubumbashi, qui autrefois était une ville très calme, aujourd'hui a sombré presque dans les cas de la délinquance juvénile, mais surtout de questions d'insécurité où il ne se passe jamais une semaine sans qu'il y ait cambriolage, sans qu'il y ait meurtre et autres. Et ça, c'est le cumul. Parfois, plusieurs canaux sont à mettre ensemble. Je prends un premier exemple. Ce n'est qu'à peine aujourd'hui que l'État s'est mis dans la perspective de pouvoir élargir le système d'encadrement en termes d'éducation, notamment par ces mécanismes de la gratuité, mais c'est une mesure qu'il faut attendre. En économie, on dirait que c'est un projet intégrateur. Il faut attendre plusieurs années pour pouvoir avoir les résultats. Mais aujourd'hui, la plupart de ces jeunes-là se retrouvent presque dans un contexte de rupture ou encore de mur entre eux et l'État. Je donne souvent un exemple aujourd'hui. S'il faut que l'État intervienne
par principe de redistribution de richesse, à ces jeunes qui n'ont pas d'éducation, n'ont pas d'emploi et presque amorphes, comment l'État interviendrait dans ces cas-là? Je donne un exemple des autres États. Il existe des mécanismes de gestion de société qui prennent en compte cette catégorie, cette forme d'échelle dans la vie de la population. Aujourd'hui, l'État prend en compte que 2 catégories de gens. C'est ceux qui sont dans des systèmes professionnels, soit privés, soit publics, ou encore ceux qui sont encore sur les différents cycles des formations. En dehors de ça, il n'y a pas un mécanisme propre qui va vers la population. Et s'il y a juste une brèche qu'on avait ouverte maintenant, c'est ce qu'on fait avec Kanyama CC. Ce n'est pas le travail de Kanyama CC. Normalement, il devrait y avoir des structures d'ordre social qui devraient encadrer ce genre de population. C'est-à-dire donner des perspectives à ceux qui n'ont pas... Kanyama CC ne suffise pas, il faut élargir. C'est ce que je dis. Il faut des structures capables de pouvoir donner des perspectives de vie à ceux qui n'ont pas suivi le process normal de la vie. C'est-à-dire, il n'a pas eu de la formation, il n'a pas eu la chance d'être dans un circuit, il peut compétir comme tous les autres. Il faudra que l'État songe justement à cette catégorie parce que cette catégorie représente une main-d'œuvre. La preuve, regardez ce qui se passe avec Kanyama CC. Donc en gros, il faut repenser la société congolaise. Il faut revoir comment l'État peut cette fois-là s'impliquer dans la gestion de ces citoyens. Alors, il faut revoir la société congolaise, M. Jean-Patrick Moussenga. Alors, l'État est responsable de ces dégâts parce qu'au départ, c'est l'État qui devait prendre les parents et ses enfants en charge et bien rémunérer les parents pour qu'il n'y ait pas ces dégâts. Aujourd'hui, l'État est en train de récolter ce qu'il avait semé. Alors, à ce moment-ci, ce que l'État fait, ça donne presque rien. L'État mouille alors, comme disent les autres. Merci beaucoup. Ça a été déjà dit ici et ça a été bien dit. Okay. Mais il y a un aspect que les gens refusent de voir. Refusent. Justement. Ok. Le Kuluna, c'est le banditisme urbain. Okay. C'est un phénomène dont souffrent toutes les villes du monde. Toutes. Je le dis en connaissance de cause. Okay. Le banditisme urbain, c'est un mal souvent de grandes villes. Si vous allez à New York, vous allez à Tokyo, ça existe. Que les gens ne disent pas qu'il y a absence de l'État. Comme ça c'est une accusation gratuite. C'est un phénomène qui naît et qui disparaît, qui peut encore revenir. Et ça, c'est toutes les villes. Je ne veux pas dédouaner l'État dans cette affaire. Lorsque ce phénomène naît dans d'autres villes, ils prennent des mesures. Ils ne croisent pas le bras pour dire c'est un phénomène urbain de toutes les villes et tout ça. Non. Ils prennent des mesures. Ils combattent le phénomène. C'est vrai. Ici, chez nous, il y a des mesures qui sont prises, mais qui ne sont pas suffisantes. Vous parlez de ne pas être à la hauteur. Non. Les phénomènes, on ne les combat pas comme ça. On ne combat pas le phénomène aux manifestations. C'est aux sources qu'il faut combattre les phénomènes. Les sources sont plurielles, comme mon co-débatteur de gauche venait de le dire. Gardi Diana. Il y a moyen de faire une étude d'action, de trouver la source qui alimente les autres et de cibler là, de commencer la lutte. L'on parle, vous savez, Félix Antoine Tshisekedi avait une vision pour cette histoire. Quand il était encore candidat président de la République, il parlait de services citoyens. Okay. Il a très bien vu que la jeunesse devrait aussi être orientée dans des services citoyens, qui ne sont pas seulement la police, l'armée ou le service national. Il y a toute une liste de services citoyens dans lesquels
on peut orienter les jeunes, comme Gardy venait de dire, qui n'ont pas eu la formation, qui ne savent pas quoi donner de bon. On peut les orienter dans ce service pour, au fait, qu'ils ne puissent pas avoir du temps d'aller faire du mal, de créer le tort. Parce qu'au fait, c'est quoi? C'est l'oisiveté. Le fait que les jeunes ont plus du temps libre et qu'ils ne voient pas ce qu'ils peuvent faire de leur temps libre, alors, que ça conduit à cela. Valeur et chercher à déranger la paix déjà. Alors, ce n'était pas vraiment notre sujet. Alors, dans ces cas ici, j'aimerais quand même que l'État ne reste pas plaintif. Maître Ramazani, il faudra leur proposer des solutions, donner des pistes de solutions. Vous êtes de l'opposition aussi son rôle, c'est aussi proposer qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que les gens abandonnent leur maison. Je prends la commune de Makala. Il y a des coins où les gens ont abandonné des maisons parce que il y a l'insécurité, ça devient grave. Il faut proposer qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, heureusement que mon co-débatteur, après vouloir tacler ma prise de position en condamnant fermement la gouvernance, lui-même s'est rebiffé encore pour dire qu'il ne dédouane pas l'État. L'État a une part de responsabilité. Eh oui, l'État a une part de responsabilité. La gouvernance a une part de responsabilité. Mais cela ne signifie pas l'absence de l'État. C'est que la nuance qu'il voulait... Mais écoutez, si on ne veut pas parler de l'absence de l'État, lorsque les jeunes gens se battent à coups de machette et ils sont traitus en pleine journée, aussi au vu de tous, et ces personnes sont connues sans réaction de l'État, je ne sais pas s'il faut parler de la présence de l'État ou parler de son absence. N'est-ce pas? Est-ce qu'il faut parler dans ce cas ou l'inefficacité peut-être de l'État? Non, l'absence totale. Écoutez, à quoi monte tout en tue? À quoi monte tout en tue? L'État comme mission régalienne, c'était protéger les citoyens. C'était protéger les citoyens. Lorsque les citoyens, comme vous venez de le dire, sont obligés de quitter leur résidence pour aller ailleurs, ça veut dire l'État n'a pas pu les sécuriser là où ils étaient. Pourtant, c'est leur rôle. Mais après, lorsque la police de Kinshasa vous dit, je crois, à travers Boussolona Politique, chez un de vos confrères, qu'il n'a que 20 000 $ pour son action chaque mois, vous pouvez comprendre la difficulté qu'a ce général derrière vous. Général Silvano Kasson. Donc, il y a aussi il n'a pas les moyens de sa politique. Donc, l'État ne l'accompagne pas. Il y a un problème de moyens, il y a un problème d'accompagnement. Ils sont pleins chaque jour. Et j'ai même suivi à un moment donné les vice-gouverneurs, l'actuel vice-gouverneur de Kinshasa, on parlait qu'il y avait un problème de moyens et que certains aspects de la gouvernance, notamment de la police, les échappent parce que cette compétence revient au pouvoir central. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Mais le ministère de l'Intérieur, le ministre Asselo, il est censé faire quelque chose quand même. C'est son secteur aussi. Hein. Ben écoutez, j'aurais appris. Il y a depuis un moment, nous, on a lancé, par l'entremise de notre député, le candidat président de la République, Dédis Sanga, on avait lancé une question orale avec débat au ministre de l'Intérieur au regard de la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader à travers le pays. Depuis, je crois, la session de mars dernier jusqu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, monsieur le président de l'Assemblée nationale, les bureaux de l'Assemblée nationale ne veulent pas que ce ministre vienne. J'aurais appris qu'ils vont finalement accepter que ces derniers viennent s'expliquer devant la représentation nationale. Nous avons ces ministres de l'Intérieur, que voulez-vous? Maintenant, passons à l'essentiel. Pour nous, ce qui est important, je crois qu'il faut penser à la réorientation aussi de la gestion de l'avenir de notre jeunesse dans le cadre des formations. Il faudrait repenser à la formation, donc occuper les jeunes face à cet phénomène qui les expose à cause de beaucoup de temps vide laissé. Temps libre. Quand vous parlez d'occuper les jeunes et leur donner du travail, comment les orienter dans des formations, ou bien comment il faut être plus clair? Ben oui, il faut les orienter dans des formations parce que, vous savez, aujourd'hui, la tendance est qu'à chaque fois, les jeunes, lorsqu'ils finissent les cycles humanitaires,
Dans la majeure des cas, ils sont orientés vers les universités. J'apprends que les statistiques ne sont plus à 100 000, à peu près à plus de 150 000 jeunes qui sortent de l'université chaque année et qui après tombent dans le chômage de masse. Aujourd'hui, nous parlons de chômage de masse et que ces jeunes ne sont pas occupés, il n'y a pas d'accompagnement de l'État. Il faudra voir comment l'État peut accompagner ces jeunes, mais par-dessus de tout, il faudrait que l'État mette en place les mécanismes de protection des citoyens face à cette situation qui plombe notre système de sécurité et qui fragilise de plus en plus l'État dans plusieurs milieux. Ok, merci Maître Rodrigue Ramazani. Alors j'ouvre cette thématique avec Monsieur Mike Gardidiana. Mais s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. La RDC face au défi de la bonne gouvernance. Quel type d'homme pour relever ces défis? On en parle. Je prends les secteurs, un secteur où plus il y a de moyens parce que nous parlons de la bonne gouvernance. On dit souvent, l'IGF le dit, on entend parler à plusieurs rapports, les institutions que nous avons, souvent, ces institutions tombent dans le dépassement budgétaire. Vous prenez Sénat, la Chambre haute, la Chambre basse, la présidence, presque toutes les institutions tombent dans le dépassement budgétaire. Est-ce c'est un problème de la gestion ou les gens sont tellement gourmands et ils ne sont pas capables à gérer les moyens de l'État aux besoins primordiaux? Merci pour la question. Je crois que je vais établir une corrélation très directe entre le premier sujet, la question que vous évoquez, parce que je crois que les deux sujets valent dans la thématique. Quel type d'homme? Pas de problème. Je reviens sur un élément essentiel. Je suis d'accord avec le principe que le banditisme urbain est un phénomène qui existe dans les grandes villes. Okay. Pourquoi? C'est la question. C'est justement de l'écart de vie de société qui est constaté. Okay. Quels sont les facteurs intrinsèques du banditisme urbain? Le plus grand facteur, c'est justement ce fatalisme du lendemain. Quand on ne sait pas ce qu'on sera demain, quand on est aujourd'hui, on voit de l'autre côté quelqu'un qui vit aisément, avec beaucoup de perspectives de vie. Ça crée généralement... Bon, vous avez trouvé les mots, la frustration avec tout ce qu'il y a comme conséquence après. Mais il y a deux éléments essentiels dans ça, c'est le manque d'éducation et le manque de l'instruction. Éducation, instruction. Et instruction. Okay. Ce sont les deux bases qui permettent à chacun de nous ou à chaque être humain de pouvoir se projeter vers son avenir. Mais maintenant, la forme la plus grave, et je crois que c'est là où on a atteint à Kinshasa, c'est quand ça atteint la psychopathie. Ça devient un comportement intérieur. Quelqu'un prend plaisir à aller faire du mal aux autres. C'est à ces niveaux-là que je crois que pour certains, ça commence à devenir à ce point-là. Et ça, c'est là où je dis qu'il faudra l'arrêter le plus tôt possible. Et c'est à ces niveaux-là que l'État intervient. Maintenant, quel est le lien que j'ai fait entre ces sujets? Je parlais du fatalisme du lendemain. Je commence à croire que même les acteurs ont cette pathologie en eux. Pourquoi? Quelqu'un qui devient ministre, qui est destiné à pouvoir pondre de l'intelligence congolaise pour pouvoir assurer, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui sont dans la responsabilité qu'on lui a confiée par l'État. Il a l'autoréflexe de la protection, l'autosatisfaction. Je vais me mettre à l'abri. Je vais amasser suffisamment et puis je vais mettre quelque part comme ça, la crainte du lendemain va partir. C'est-à-dire, si les gens qui sont censés agir pour l'intérêt général réfléchissent comme ça, contredisez-moi quand je dis qu'on a atteint l'implosion sociale. Je peux aller même loin. Contredisez-moi quand je dis qu'on a atteint la misère intellectuelle. La misère intellectuelle. La misère intellectuelle, c'est cette incapacité de produire une intelligence adaptée à la réalité d'une société. Oui. On a des docteurs, des gens très intelligents. Archaïques. Non, pas archaïques. L'objectif de l'école, c'est vous donner les bases pour pouvoir, à votre niveau, produire une intelligence qui apporte solution non seulement à vous, mais à la société dans laquelle vous vivez. Quand cette intelligence ne sert qu'à poser les bases de la théorie, sans pour autant engager une dynamique de développement, cette intelligence-là, permettez-nous de la remettre en question. Alors, répondez à ma question. Donnez-moi la photo du ministre de Finances, M. Nicolas Kazadi.
Donnez-moi cette photo. Si pas Nicolas Kazadi ou la photo de la Banque centrale. J'étais déjà en train de répondre à votre question parce que je l'ai encore. Pourquoi ils sont dans les dépassements? Je vous ai expliqué. Merci, monsieur. Les dépassements, c'est qu'on ne respecte pas la structure telle que fixée. Il y a différentes lignes de crédit dans des ministères qui permettent à répondre aux besoins du travail. Mais qu'est-ce qu'on en fait en réalité? Une bonne question. C'est devenu des caisses, j'ai envie de dire, parfois privées. J'ai envie de dire, c'est devenu une manne pour justement que chacun qui participe dans la décision se mette à l'abri du lendemain, en fait. Ok. Et j'ai comme l'impression que les gens arrivent et disent, bon, on ne devient pas ministre tous les jours, le col en a commis. C'est notre tour, c'est mon tour. Et Katani. Okay. Dès lors qu'on a des gens qui réfléchissent de la sorte, on pourra faire tout ce qu'on veut. C'est ce qui justifie les statu quo, c'est-à-dire après plus de 60 ans de vie en tant qu'État. C'est cette incapacité d'avoir des intelligences qui peuvent nous engager dans les dynamiques de développement. S'il y en a, à la limite près, c'est que cette intelligence-là se heurte justement à ce conglomérat des gens qui ont établi une façon de voir les choses, qui sont réfractaires à tout ce qui est idée du progrès ou du développement. Alors, monsieur Jean-Patrick Moussenga, parce que, monsieur Dardy, le sujet là, la RDC face au défi de la bonne gouvernance, quel type d'homme, comprenez, quel type d'homme pour relever ces défis? Alors, je ne sais pas si nous avons un problème de capital humain en RDC, les gens capables d'avoir un nouveau Congo. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, est-ce c'est l'homme seulement ou l'homme est englouti dans les systèmes, même s'il vient avec les idées meilleures, dès qu'il tombe à un endroit, il se sentirait. Bon, ça devient un peu trop dans la tête là. Pas de problème. Je cherche par où commencer. Pas de problème, vous avez... vous savez, il y a un problème dans notre pays. Les autres, chez eux, ils prennent les universités comme des laboratoires. Quand il y a un problème de société, ils amènent ça à l'université. Okay. Ils posent la question aux scientifiques. On fait quoi? Les scientifiques, c'est ça aussi leur travail. Ils sont payés pour ça, ou ils doivent être payés pour ça. Le président de la République, le ministre, c'est pas des magiciens. Même le ministre des Finances, l'argentier de la République. Ce sont seulement des hommes. Ok. Mais nous sommes dans un système parce que vous avez posé la question, est-ce l'homme ou les systèmes? Mon ami de gauche a répondu déjà que c'est un système. Okay. Il y a un problème. Vous savez, en science, nous disons que lorsque le système est corrompu, on ne le repart pas. On le remplace. C'est lorsque l'on veut réparer le système que nous tombons dans les mêmes erreurs qu'on a décriées hier. C'est le mal du monde. Alors, c'est qu'il dit, je vais déboulonner le système. Justement. Donc, il est dans l'erreur, il devait plutôt remplacer le système. Déboulonner, quand on déboulonne, ça veut dire on enlève. Ok. Il faut remplacer un autre système. Avec quel type d'homme? Justement, il y a un problème de casting. Ok. Aujourd'hui, nous sommes tombés d'accord que seuls les diplômes ne valent rien. C'est juste un papier. Parce que déjà, même avec les systèmes LMD, on peut prendre quelqu'un qui a de l'expérience pour venir aider les étudiants à remonter leur niveau, même s'il n'a pas de diplôme. Ok. Un expert, l'homme qui a pratiqué, l'homme qui a vécu. Ça ne veut pas dire que je méprise les diplômés. Okay. Ah mais non. Moi aussi, je suis passé par là. Okay. Sinon, si je méprise les diplômés, c'est que même moi aussi, je suis méprisable. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudra toujours pas mettre l'accent sur les diplômes.
Gardit venait de définir l'homme intelligent. Ok. C'est celui-là qui a la capacité de donner des réponses aux problèmes de sa société. Pour parler de dépassement, vous savez... Dépassement budgétaire. Nous nous disons, un riche, seul, au milieu de tout le monde qui est pauvre, il est aussi pauvre. Très pauvre, plus que les autres d'ailleurs. Et pas seulement qu'il est pauvre, il devient vulnérable. Il ne saura plus jouir de sa richesse. Là, c'est très compliqué. Les gens qui... Il y a deux problèmes lorsque l'on parle de dépassement qui se posent. Le premier, il est positif. Lorsqu'il y a plus de défis, peu de moyens. Le dépassement peut être positif. Oui. C'est pas une fatalité en fait. Quand il est justifié. Pas de problème. Et le deuxième qui est mauvais, nuisible, se vouloir vivre au-delà de ce moyen. Vous voyez? Il y a les besoins qui se présentent. Il faut satisfaire aux besoins. Et surtout si ces besoins sont des besoins de la société, pas les besoins d'un individu. Mais s'il vous plaît, il y a une ligne budgétaire, il y a de l'argent prévu pour telle période à telle période. Si vous allez au-delà, vous dites que c'est dépassement illégal. Je réponds par un problème de la personne qui est je réponds par un exemple. Nous sommes en 2019. Ok. Tshisekedi gagne les élections, devient président de la République. L'Assemblée nationale, en fait, le Parlement est plutôt pour ceux qui ne sont pas avec lui. Il est obligé de composer dans le gouvernement avec eux. De bon cœur. Ils viennent. Ils font tout pour qu'il échoue. Il fait quoi? Il crée un autre gouvernement au sein de son cabinet pour essayer de pallier aux insuffisances de ceux avec qui il travaille. Okay. Ça ne pouvait que faire dépasser les lignes budgétaires. Bon, ça n'en déplaise à ceux qui peuvent contredire. Moi, ce n'est pas un problème. Je suis habitué. C'était un besoin, il a senti la nécessité d'avoir... C'était un besoin. Voilà. Bon, mais maintenant... Même avoir des conseillers au titre de ministre et autres... Mais maintenant, ça ne peut pas se justifier. Ah oui, hein? Avant, oui. Mais maintenant... Peut-être pas. Hein. Merci. Il a nettoyé sa cour. Alors, Maître Rodrigue Ramazani, je précise que vous êtes de l'opposition, mais une opposition républicaine. Si je fais ces castings, c'est parce que je veux que le décideur retienne quelque chose. Ici, on évite plus des sensationnels, on réfléchit pays. Alors, pensez-vous que le dépassement peut être positif dans les cas dont les autres, on vient de les soulever ici, dans un pays qui se respecte, qui respecte les règles? Oui, j'aimerais bien que ces dépassements, dans le cadre de la gouvernance de la République démocratique du Congo, soient plutôt dans la construction des infrastructures, par exemple. Okay. Si on avait un dépassement des constructions de routes, je serais tellement heureux. Okay. S'il y avait un dépassement budgétaire parce que on avait prévu de mettre en place 100 hectares de champs de maïs, on a dépassé, nous sommes à 1000 hectares de champs de maïs. Okay. Ces dépassements-là, moi je pense que oui, c'est ces dépassements que le Congolais attend. À l'intérieur de la population. Mais les dépassements made in Congo, les dépassements de la gouvernance de Félix Tshisekedi, c'est les dépassements des institutions. Vous avez le rapport de la Banque centrale qui, au deuxième trimestre de l'année 2022, vous dit que toutes les institutions de la République étaient en dépassement, alors que vous avez les institutions provinciales où les députés provinciaux étaient clochardisés en train de faire de marche ça et là. Le budget de la justice au même trimestre-là exécuté à moins de 30%. Donc il y a les dépassements qui ne sont pas là. Les dépassements, en tout cas, moi je serais au profit de la population. Au Congo, on me dira qu'il y a eu dépassement parce qu'en lieu et place de construire 100 km de route, ils en ont construit 300. Ok. Le problème aujourd'hui que nous connaissons, c'est un problème de ceux qui nous gouvernent. Ok.
Le problème aujourd'hui, c'est de la manière de faire. Mon co-débatteur Jean-Patrick Moussenga, Maître Patrick, disait tout à l'heure qu'il pouvait comprendre que le président de la République constitue dans son cabinet un gouvernement parallèle. Je crois que je l'ai toujours dit que ce pays est gouverné avec un gouvernement parallèle. Le président de la République a tout le pouvoir. Même l'Assemblée nationale que vous voyez, le président de la République a tout le pouvoir parce qu'il arrive quand même à faire passer l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC sans débat. Lui, il a déjà adhéré et puis ça passe sans débat. C'est vrai ça? Eh bien, effectivement, c'est passé à l'Assemblée nationale sans débat. Aujourd'hui, le président de la République a tout le pouvoir. En fait, avec l'œil nu, l'œil de commun de mortel, vous n'allez pas le voir. Il suffit de comprendre que même Komboso et Bati s'entremêlent des pinceaux, ils se disent, ok, nous laissons le choix du Parlement, de membres de la Cour constitutionnelle qui est pour le compte du Parlement au président de la République. Le président de la République, il a tout le pouvoir aujourd'hui. Nous n'acceptons pas ça. C'est une façon de détricoter les institutions du pays, le fragiliser. Lorsque les institutions sont fragilisées, parce que l'objectif restant celui du pouvoir qui doit contrôler le pouvoir, lorsque vous fragilisez toutes les autres institutions qui doivent jouer leur rôle et que vous vous accaparez de tout le pouvoir étatique, conséquence, nous sommes dans tout ce que nous sommes en train de vivre ici, dépassement budgétaire et détournement. Ce que j'ai aimé, je crois que Diana l'a dit au départ, il faut repenser notre société. Il faut la repenser. Le Congo, de sa création, il est né de la volonté du roi Léopold. Le Congo est une idée. C'est ça la force du Congo. Au départ du Congo, on n'était pas censé, en réalité, être ensemble, être un État. C'est l'idée d'un homme, c'est le roi Léopold, qui a décidé de faire de la République démocratique du Congo ce que nous sommes aujourd'hui. Donc notre racine, c'est dans les idées. C'est là où nous devons nous construire. Mais comment avions-nous construit notre État? Nous ne l'avions pas construit sur base des idées. Nous l'avions construit après, évidemment, l'indépendance, sur les bases de la tribalité, de l'ethnicité et tout le discours que vous connaissez d'ailleurs et qui continue jusqu'aujourd'hui avec les Machia Moumeno et consorts. Ce qui ne permettent pas en réalité que le Congo soit ce Congo assis sur base des idées qui peut se reconstruire, se rebâtir et se donner une nouvelle orientation. Il faut donc pour y arriver une vraie vision politique. C'est cette vision politique que mon parti apporte. C'est la vision de la refondation du Congo. Et Diana a bien tapé en parlant en disant qu'il faut repenser notre société. La refondation du Congo qui en soi est un projet, parce que vous le savez, vous êtes journaliste, l'honorable Sessanga s'est déclaré candidat président de la République et qui est le candidat que le parti porte à travers un projet. Malheureusement, dans notre pays, qu'est-ce qui se passe généralement ? Nous voulons conquérir le pouvoir sans au préalable avoir une idée qu'il faut amener pour apporter une transformation de notre société et au besoin la repenser. Nous disons qu'il faut refonder le pays, il faut repenser le pays sur les 5 axes prioritaires que nous avons aujourd'hui. Quels sont ces axes prioritaires? Au premier point, nous disons qu'il faut en urgence penser à la sécurité et à la protection de l'indépendance nationale. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas le nier, que l'indépendance nationale est menacée. Et nous sommes déjà dans l'antichambre de la balkanisation et nous ne voulons pas... C'est ce que vous pensez ou c'est la vérité? C'est pas ce que nous pensons, c'est la vérité. La surmilitarisation à l'Est ne vous dit rien. Les zones tampons où nous ne savons pas quelles sont les lois qui sont appliquées dans ces zones tampons. Le pays est déjà dans l'antichambre de la balkanisation. Si ça continue avec l'actuelle gouvernance, parce qu'ils ne savent pas où il faut amener les pays, nous allons nous retrouver dans une situation que les Congolais depuis Lumumba ont évité. Et deuxième chose, il faut penser à l'emploi de jeunes, parce qu'ici nous avons parlé de l'injustice sociale qui existe. Comment arriverons-nous à baliser le chemin ou à combattre cette injustice sociale qu'il y a? Il faut arriver à donner de l'emploi aux jeunes. Et autre chose, c'est l'unité nationale. C'est le 3e point de notre programme. Il faut penser à l'unité nationale qui aujourd'hui s'est effritée depuis que Félix Tshisekedi est là. De temps en temps, nous ne cessons d'écouter des discours de haine et des discours de tribalité. C'est devenu aujourd'hui un problème. Mais au-delà du fait... j'ai suivi le chef de l'État, il est le chef de tout le monde. S'il y a un poignet de gens qui
réfléchissent à leur manière, il ne faut pas généraliser. Écoutez, le leadership s'est défini et le leadership s'oriente. Quand le président de la République lui-même tenait des discours en 2020 de Machia Moumeno, je crois que... Vous savez, moi je viens de l'intérieur du pays et ces discours ont beaucoup affecté beaucoup de nos compatriotes. Maintenant, parce qu'il faut parler des questions de finances publiques, de la manière dont cela est géré, nous disons, depuis un moment, nous avons, haut et fort mon parti, nous nous sommes battus pour la réduction du train de vie de l'État. Oui. Nous nous sommes battus pour cette politique publique qui, à un moment donné, faisait en sorte que nous soyons attaqués même par ceux qui sont au pouvoir, de nous traiter de tous les noms. Pour certains, ils estimaient même qu'il fallait augmenter la situation sociale de ceux qui étaient dans les institutions parce qu'ils devaient vivre dans l'aisance, parce que le pouvoir le permettait. Encore qu'aujourd'hui, nous avons des dignitaires de pouvoir qui bénéficient de traitements assez spécifiques qui supplantent même les officiels. C'est les caractéristiques de l'État que nous avons aujourd'hui. Alors, tout ceci, si nous ne décidons pas de repenser notre manière de dépenser l'argent de l'État, parce qu'aujourd'hui, les dépenses de l'État, il faut le dire, peut-être pour certains, selon le rapport qui vient, on nous dit que depuis le mois de janvier, l'État connaît des déficits. Mais alors qu'il y a des déficits, l'État continue à faire des dépenses institutionnelles au-delà de ce qui est prévu. Okay. Ça, c'est un danger. Et là, nous nous proposons la réduction du train de vie de l'État, le respect strict des lignes budgétaires, la discipline financière. Il faut quitter la délinquance et l'indiscipline financière. Quitter la délinquance et l'indiscipline financière. Alors, Monsieur Gardi, Diana, comment expliquer que le pays a un budget de près de 16 milliards et à l'époque, Kabila gérait le pays avec près de 5 milliards. On pouvait comprendre le dépassement parce qu'il y avait autant de besoins, mais avec autant de moyens que nous avons aujourd'hui, et le dépassement continue toujours. Comment faire? Est-ce qu'il faut réduire les trains de vie des institutions pour sauver quand même la caisse de l'État? Merci pour la question. Réduire le train de vie des institutions est une des solutions pour se mettre un peu d'argent au trésor public. Se mettre à l'abri. Pas se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri dépend d'une politique bien définie et cohérente. Okay. Ça n'a rien à voir avec le fait de réduire le train de vie. Mais le Congo applique le principe où qui n'avance recule. C'est ça le problème du Congo. J'aimerais bien qu'on établisse une... Ça c'est fort, ça c'est fort. Si, je vous dis. J'aimerais qu'on établisse une comparaison. Pourquoi avant, avec un budget de 4-6 milliards, on vivait qu'on a l'impression du statu quo. Mais parce qu'un État comme la RDC, les défis s'accumulent jour après jour. Et que quand on ne sait pas résoudre le problème, dans le fond, les conséquences nous rattrapent en fait. Je peux vous l'expliquer par un exemple très direct. Okay. Les faiblesses entre un budget de 6 milliards et aujourd'hui un billet de près de 16 milliards. Parce que quand vous regardez dans le fond, à quoi servaient les 6 milliards utilisés autrefois? Les 6 milliards servaient justement de besoins des consommations, des institutions et d'autres charges fixes. Aucun capital productif pour pouvoir anticiper les jours à venir. Un homme intelligent, ce n'est pas celui qui, quand il arrive, il gère. Il vous dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, on peut continuer à consommer. Mais un homme intelligent, c'est celui, quand il gère, il te dit non seulement qu'on peut consommer, mais demain, on peut élargir notre zone d'influence sur le plan financier. Avoir de mesures préventives. Je ne parle pas de mesures préventives. Okay. Je ne parle pas de ça d'abord. Je parle d'une politique de productivité et la dynamique de développement. Ça veut dire que j'arrive ici. Le Congo vous produit, j'ai perdu les statistiques, mais à la limite, si c'est moins, c'est près des 3 à entre 2500 ou 3000 demandeurs d'emploi. C'est vrai ça? Je crois que c'est peu. L'ONEM est ici. Je crois que c'est peu. Produit des chiffres. Je crois que c'est peu. C'est peu. Je crois que c'est 100 000. Près de 100 000. Disons près de 100 000. Bon, papa, quand vous produisez un budget de 6 milliards, que l'année qui suit, il y a 100 000 autres personnes qui rentrent dans le système, non prises en charge, qui se retrouvent dans l'informel et qui deviennent aussi un poids, mais aussi des acteurs dans les agrégats économiques, non prises en charge. Faites des calculs. Le Congo applique le principe de qui n'avance recule. C'est-à-dire que vous faites un statu quo,
même quand votre capital, votre besoin de consommation, je peux l'expliquer parce que j'ai l'habitude de dire, si vous voulez comprendre comment est le Congo, regardez la vie d'un citoyen lambda. Okay. C'est-à-dire, quand il gagne $50, il a un petit endroit, ça sert juste de consommation, il paye le loyer, il peut faire une petite provision et puis son transport régulièrement. Dès lors qu'il commence à gagner $200, il se rend compte que finalement, en 2 ans, il a eu un enfant ou 2, il faut élargir son espace. Quand il élargit l'espace, en gros, le contexte de vie peut sembler vouloir changer, un peu comme maintenant, mais dans le fond, c'est la même personne qui reste pauvre dans les mêmes difficultés. En gros, c'est là où je dis aujourd'hui, le problème n'est pas d'envoyer un budget de 16 milliards. Le problème, c'est dans comment on repartit le 16 milliards pour se donner les marges pour les jours à venir. Aucune société aujourd'hui n'est restée dans les politiques curatives. Dans les politiques de prévention, parce que chaque société, même nos frères africains, sont dans la politique de s'imaginer le pays ou du reste les villes dans un délai de 10, 15, 20 ans. Le Congo ne s'est pas donné la possibilité d'avoir un capital productif, ce qui fait qu'aujourd'hui, les défis sont autant énormes qu'il y a à peine 4 ans. Et que finalement, c'est lui qui se retrouve avec beaucoup d'argent, mais aussi autant de choses à faire. Autant de choses à faire. Maintenant, c'est à ces niveaux-là que le choix des animateurs devient intéressant. Et c'est là. Et ceux qui sont là, souvent, c'est plus dans l'impact. C'est la seule, exactement. Ouais. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ, moi, les hommes providentiels, je ne crois pas trop. Je crois plutôt à une dynamique. Okay. Et je crois que maintenant, là, si on veut rattraper les choses, parce que dans les prochains jours, puisqu'on nous parle d'une possible récomposition du gouvernement, à ce niveau-là interviendra l'intelligence. Non pas reposer le besoin sur des individus, mais sur des objectifs. Dans le secteur des hydrocarbures, qu'est-ce qu'on veut atteindre dans les 2 ans? On vous donne le ministère en 2 ans avec des targets bien fixés. C'est-à-dire que quand on sait où on veut y aller, je crois qu'il faudra qu'on utilise cette méthode de management dans l'aspect de la République. Ça nous permettra... Des objectifs, des missions précises. Exactement. Ça nous permettra, nous, de quantifier et de qualifier l'action de chaque institution. Et ça nous permettra, nous, d'établir un jugement de valeur et savoir, cette fois-là, de manière très claire, s'il a réussi ou pas. Et c'est à ces niveaux-là qu'on recréera cette culture-là. On quittera parce que le Congo vit cette forme de kakistocratie. C'est une société kakistocrate où celui qui est au pouvoir s'entoure de gens moins intelligents que lui juste parce qu'ils veulent qu'ils obéissent à ses ordres. Or, les militants, les fanatiques, pas les hommes. Moi, j'ai un principe dans la vie, on ne recrute pas un homme intelligent pour lui dire ce qu'il faut faire. On recrute un homme intelligent pour qu'il participe dans ce que vous avez à faire en commun. Et pour moi, ça sera la meilleure des méthodes cette fois-là, pour que finalement, on arrête ces discours parfois très subjectifs. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Bon, quand vous voulez juger un ministre, s'il a réussi ou pas, vous le définissez en fonction de quoi? Ceux qui peuvent nous burner, c'est des gens qui arriveront avec une bonne technique de marketing politique. Il fait quelques désactions, je dirais, de façade. Ici et là, il est dans le sondage, et puis voilà. C'est pas ça. Mais le Congo maintenant a besoin d'aller, c'est-à-dire de ne plus naviguer à vue, mais d'aller avec un système de gestion avec de targets bien ficelés, séquencés. Mais apparemment, c'est une mission impossible, M. Maïga Didiana. Je pose cette question à M. Patrick Moussenga. Vous voyez, les chefs de l'État, des fois... Laissez-moi quand même apprécier si c'est mission impossible ou pas. S'il vous plaît, je pose la question, je vais revenir vers vous. Des fois, les chefs de l'État se trouvent devant des situations compliquées. Il y a un problème de quotas. Chaque parti doit envoyer des cadres pour qu'ils soient nommés par le chef de l'État. Souvent aussi, il y a un problème de la capacité, de la compétence dans ces partis politiques. Et puis, il y a des ministres aujourd'hui nommés. Il n'y a même pas un job description. Il ne sait pas ce qu'il est venu faire. 6 mois, une année, il s'est dit, bon, je ne sais pas où commencer, ainsi de suite. Alors, ça aussi, ce n'est pas un problème. Comment trouver cette personne-là au moment que c'est les partis politiques qui vous plombent des gens? Peut-être il y a les incompétents dans ces secteurs-là. Nos services de sécurité ont péché aussi dans cet aspect. Nous avons l'ANER, service d'intelligence. Moi d'ailleurs, j'ai demandé qu'on puisse en créer davantage, parce qu'un pays comme le nôtre ne doit pas avoir 3 services de sécurité seulement. Il faut en créer davantage, parce que dans les renseignements, il y a ce qu'on appelle la contre-vérification. Toi, tu peux mener un travail, il faut qu'un autre service vienne faire la même chose et donne aussi son point de vue.
Et quand on confronte, on trouve ce qu'on peut faire. Ok. Ça aussi, c'est un problème. Les services de sécurité sont là pour éclairer les décisions. Moi, je peux... Apparemment, ce n'est pas le cas. Hein. Je peux les réquiser tout. Apparemment, ce n'est pas le cas. Parce que moi, j'ai vu Kabila nommer des gens, les gens morts. S'il vous plaît. Les morts. Vous allez comprendre que... Ouais. Je reviens encore sur ça. Le chef de l'État n'est pas un magicien. Okay. Il n'est pas là pour savoir à tout moment qu'il doit travailler avec lui. Non. Mais ce service-là, quelle est leur mission? Ou quelles sont leurs missions? Vous savez, ici, l'on parle de projets, La RDC face au défi de la bonne gouvernance, quel type d'homme pour relever ces défis? Mon frère en face a relevé beaucoup de choses dont leur candidat président est porteur. Okay. Mais l'affaire de réduire le train de vie des institutions, ça venait d'eux. Tshisekedi est en train d'appliquer ça. C'est vrai? Oui. Sous Kabila, les députés touchaient moins de 20 000. Il est en train de nettoyer. Il est en train de Aujourd'hui, nettoyer c'est ça. 21 000. Lui-même a relayé le même message. Il faut que les trains de vie des institutions puissent baisser. Ok. Mais lorsque l'on dit qu'il est venu sans vision, c'est faux. Parce qu'il avait promis la gratuité de l'enseignement. Il n'a pas commencé à parler de cela quand il est arrivé au pouvoir. Il n'avait pas promis la gratuité de l'enseignement. La gratuité était dans la Constitution. 43. Il a promis l'application. Il a promis l'application. Okay. Il a promis d'augmenter le budget de l'État. Ce qui est en train d'être fait. Il a promis la couverture santé universelle. C'est déjà en train d'être fait. Il a des choses qu'il avait promis. Moi, j'attends. Les services citoyens qu'il avait promis l'autre fois. Pourquoi? Il y a un autre phénomène que les gens sont en train d'oublier. J'ai mené une étude en 2012. J'ai publié les résultats de mon étude au Centre de recherche pour l'enfance vulnérable de professeur Tchishimbi, paix à son âme. Je suis allé jusqu'à découvrir d'où venait les Shege, le phénomène Shege. Okay. Ce sont les orphelins de guerre qui ont amené le phénomène Shege à Kinshasa. Et ça, lorsque le chef de l'État a promis les services citoyens de base, moi je l'ai applaudi. Il y a des choses, nous n'avons pas assez de temps pour parler de ça, qui avaient été étudiées et qui sont en train d'être réalisées. Bon, les gens qui s'opposent à Tshisekedi pensent qu'il est venu. On ne sent pas l'impact de ces réalisations dans la société. Ça aussi, c'est un problème. Comment les sentir pour que les gens voient qu'on avait promis et les choses ont changé? Ça, c'est un problème aussi sérieux. Monsieur Delphin, lorsque l'on est au fond de la mer et que l'on déploie les efforts pour ressortir sur la surface, quand on n'est pas encore ressorti, les gens peuvent penser que rien n'est fait. C'est le cas de la RDC. Je vous le dis. Merci. Les gens peuvent croire que rien ne s'est fait, alors qu'il y a de grands efforts qui sont engagés pour que l'on ressorte sur la surface. Et ça, les gens en parleront bien après. Maintenant, les aveugles me voient pas. Merci. Je les invite à aller aux prises avec les faits. Puisque c'est ça le problème. Il ne faudra pas continuer à rester philosophe. Vous contemplez la gloire, vous vous réjouissez. Non.
Allez aux prises avec les faits. Et dites-nous ce que les faits ont dit. Merci. La RDC face au défi de la bonne gouvernance, quel type d'homme pour relever ces défis? Monsieur Rodrigue Ramazan, je précise que vous êtes porte-parole de l'envol, parti cher à l'honorable Délice Sanga. Nous voulons bien que la RDC gagne, pas les individus. Mais en écoutant monsieur Mike Diana et Jean-Patrick Moussenga, oui, il y a des choses à faire, mais il y a même aussi les avancées. Pas quand même. Il y a aussi les avancées. J'aimerais que vous puissiez être sincère, honnête. Le public est en train de vous suivre. Essayez un peu de faire l'étude comparative. Hein? L'époque de Kabila et l'époque de Tshisekedi, le Congo a avancé, on a régressé, ou bien comment? Parce que nous parlons de la bonne gouvernance. S'il y a la bonne gouvernance, il y aura des prouesses. Écoutez, parce que vous me demandez de faire cet exercice, écoutez, Kabila fait sa gestion, Tshisekedi fait sa gestion, Kabila a ses responsabilités, Tshisekedi a ses responsabilités, mais tout porte à croire aujourd'hui, lorsqu'il faut analyser les secteurs, les Congo a beaucoup plus reculé qu'avancé. Ok. Et il faut l'éprouver, il ne faut pas rester. J'en arrive. Dans les incantations. Parlons sécurité, parlons secteur par secteur. Nous risquons de finir cette émission, mais bon, parce que vous le voulez. La situation sécuritaire en 2019, Tshisekedi trouve le pays dans une situation de maintien de l'ordre public. Il y avait des groupes armés à l'Est qui nécessitaient le maintien de l'ordre public. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre où lui-même il dit l'état actuel du pays ne permet pas l'organisation des élections. Lui-même reconnaît que la situation sécuritaire s'est dégradée davantage que quand il est arrivé. C'est déjà un échec. Et c'est un échec. Parlons de du pouvoir d'achat congolais, évaluons-le. Aujourd'hui, les prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascension, plus que c'était hier, et les Congolais n'arrivent pas à se retrouver au regard de la décadence du franc congolais face à la devise dépréciation du franc congolais face à la devise étrangère. Vous voulez que nous parlions encore de quel secteur? Évoquer des secteurs, nous allons l'analyser. Les tissus économiques aujourd'hui. Les tissus économiques aujourd'hui. Comment on va... Écoutez, comment en parler? Ça se voit à l'œil nu. Il faut aller pour sentir la souffrance du peuple congolais. Vous savez, moi quand je parle du Congo, j'ai des informations récentes parce que j'ai eu la chance, en tout cas durant le pouvoir de Tshisekedi, de faire plusieurs provinces au Congo pour palper la vraie situation économique du pays. Je ne parle pas de Kinshasa commençant à Maluku et à s'arrêter à Kinshasa. Je parle le Congo profond. Je parle de la situation des Congolais, pas des proclamations de Kinshasa. La situation, elle est intenable aujourd'hui. Et Dieu merci, le président de la République même le reconnaît. Rien ne s'explique. Mais dans les secteurs de l'éducation, quand même, là, il y a les avancées avec la gratuité. Écoutez, oui, quelqu'un me disait, ok, ils étaient face à des défis entre la quantité dans des classes et la qualité de l'enseignement. Moi, je pense que ce secteur, au regard des problèmes de notre pays, il est défi d'avenir. C'est pourquoi, moi, je soutiens toujours que nos amis qui dirigent aujourd'hui gèrent les quotidiens. Ils ne gèrent pas l'avenir du pays. Pour eux, dans le quotidien, envie de satisfaire leurs chiffres, envie de justifier leur bilan, ils ont dit gonflant en massant les enfants en classe sans pourtant veiller à la qualité. Et la question de la qualité de l'enseignement, j'ai toujours martelé, c'est pas moi qui l'évoque, c'est le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, qui le dit devant les enseignants qu'il y a un défi à relever sur la qualité de l'enseignement. Donc, le combat, c'était de remplir des classes par la quantité des élèves dans des classes pour avoir des chiffres qui vont se justifier. Écoutez, la gratuité de l'enseignement, cette politique s'applique aujourd'hui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que ça s'applique et nous avons toujours un sérieux problème. Nos enfants vont à l'école et ne reçoivent pas l'instruction qu'il faut pour garantir non seulement leur avenir, mais l'avenir de toute une nation. Donc Tshisekedi donne à nos enfants un cadeau empoisonné. On a tendance à croire que c'est gratuit. Il n'existe pas de gratuité. Il n'y a pas la gratuité. Il n'existe pas de gratuité. Dans le monde, il faut l'éprouver, il faut l'éprouver. Je vais maintenant te dire, non, il n'existe pas la gratuité. Parce que les parents ne payent plus. Il n'y a rien qui est gratuit. Il y a quelqu'un qui paye. Je t'invite à ma fête. Tu manges gratuitement, tu penses que c'était gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé ta facture. Donc, ce n'était pas gratuit. Il y a quelqu'un qui paye. Les Congolais payent. Aujourd'hui, la dette publique est à 10 milliards de dollars. Et à 10 milliards de dollars, parmi cela, il faut dire que c'est notre génération. C'est ces enfants-là qu'on amène en classe sans instruction. Sans instruction adéquate, qui seront appelés à payer la dette
de la gratuité de l'enseignement. Les financements de la Banque mondiale n'est pas gratuit, c'est de l'argent à rembourser. Les financements, nous sommes d'accord, mais la grande question que nous devons tous nous poser sur la gratuité de l'enseignement, est-ce qu'avions-nous atteint les objectifs pédagogiques qui est l'instruction des enfants? On n'amène pas nos enfants en classe pour qu'ils s'asseyent sur des bancs et qu'ils se disent qu'ils portent l'uniforme. Nous les amenons en classe pour apprendre et sortir avec quelque chose. Donc, les tableaux même pas à moitié plein et vraiment est peint superficiellement au regard du temps. Je vais revenir sur deux choses. Le co-débatteur, Maître Patrick dit, moi je le connais avocat, hein, monsieur, mais moi je l'appelle Maître Patrick, n'est-ce pas, cher confrère? Maître Patrick dit que Félix Tshisekedi travaille pour que le train de vie... Écoutez, le président de la République parle de la réduction du train de vie de l'État, ça fait aujourd'hui 2 ans. Bon, il a commencé avec son cabinet, mais j'apprends déjà que les salaires des députés commencent à prendre de l'ascension, les frais de fonctionnement aussi, alors que la situation de finances publiques ne tient pas aujourd'hui. C'est un problème de logique dans la conduite de politique publique. Vous parlez de l'augmentation du budget. Pour vous, c'est un prouesse. Non, mais même l'augmentation du budget n'est pas une conséquence de votre politique. Ce n'est pas un effort fait par le gouvernement. C'est le fait de la conjoncture internationale sur les métaux. Après la crise post-Covid. En tout cas, tous ceux qui analysent les questions économiques, ils ont écrit des articles là-dessus. C'est une situation post-Covid, ce n'est pas une force, ce n'est pas de réforme. Donc le gouvernement a hérité. Et la preuve, aujourd'hui, les cours des métaux sur le marché international est en train de chuter. Notre finance publique et notre économie est frappée de plein fouet. 3 mois successifs, nous avons des déficits. Il se pose un sérieux problème. Donc, lorsque vous parlez de ces questions, il faut faire très attention. Mais par contre, on aurait eu un gouvernement responsable. Au moment où notre économie était devenue florissante au regard du marché international après la crise du Covid-19, le gouvernement aurait dû travailler pour diversifier notre économie. On a martelé là-dessus et je crois que l'envol avait même pris position le 16 octobre lors de notre bureau politique pour insister que face à la situation économique actuelle et les cours de matières premières, nous invitons le gouvernement à travailler, à diversifier notre économie. C'est le travail qui n'a pas suivi et la crainte aujourd'hui, si, en tout cas je prie le ciel que cela ne nous arrive pas parce que le malheur sera le malheur de notre peuple, que le cours de matières premières continue à baisser sur le marché international et la sanction va plus porter non pas aux dirigeants qui ont réussi aujourd'hui à devenir des dignitaires de la République, à améliorer leurs conditions, leurs équations personnelles, mais c'est le pauvre peuple qui a perdu son pouvoir d'achat où le bien de première nécessité a augmenté à plus de 200% et le gouvernement se bombe les torses avant d'augmenter les salaires de fonctionnaires à 45%. Merci. Alors que les salaires des institutionnels, pratiquement aujourd'hui, j'apprends que les députés vont encore connaître une augmentation de leurs émoluments. C'est un choix, mais le peuple continue à souffrir là. Merci pour vous. Les régimes Tshisekedi ne donnent pas la preuve de la bonne gouvernance. Alors, Monsieur Mike Gardi, Diana, parce que Ramazan a parlé, il a dit dans les secteurs de la sécurité, il n'y a pas eu l'évolution, le pouvoir d'achat. Il a parlé de secteur économique, secteur de l'éducation. Je vous donne des secteurs, éducation et économique. Est-ce qu'il a raison? Comme ça, Jean-Patrick aura également les deux secteurs. Quand il parle de l'éducation, je crois que il a évoqué quelques problèmes, mais il n'a pas raison de le dire ainsi. Ok. En fait, je ne vois pas, moi, un ministre qui gère le sous-secteur de l'EPST faire croire aux gens que la qualité de l'enseignement était de mise. Il a parlé, il a cité la Si, mais il a cité le ministre, mais il a sorti son propos du contexte. Le ministre avait dit quoi? Non, je ne sais pas à moi de dire ce que le ministre a dit. On y va mais parce que vous les contredisez. Vous êtes en train de les contredire, il faut nous éclairer alors. Moi, je dis que c'est le ministre qui l'a dit devant les enseignants. S'il vous plaît, doucement. Allons-y doucement. Okay. Quand est-ce que la qualité de l'enseignement a été détruite? Je peux vous donner des chiffres, des dates avec précision. 1985, quand l'État a démissionné, a rendu le secteur au privé et aux parents de pouvoir gérer la paye des enseignants. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'avant que la gratuité n'arrive,
On avait des élèves ici, diplômés avec 75%, incapables d'émettre l'article convenable devant la phrase. Ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce que la bonne question, c'est qu'est-ce que la gratuité vient résoudre? Ok. L'une des causes de la faiblesse de la qualité, c'était aussi la prise en charge de l'enseignant. Ok. Je sais que les gens vont parler des écoles. L'État congolais compte près de 5000 et quelques écoles mécanisées qui étaient sous la charge de l'État. Sur les 5000 écoles, il y avait plus de 50 quelques, d'une cinquantaine de mille d'enseignants, sur lesquels il y avait 440 enseignants. Des écoles dites de prestige qui avaient des salaires jusqu'à $800. Faites le calcul, 400 moins 30, 40 000 enseignants. Le pourcentage est combien? De moins de 20%. C'est des enseignants de Bosembo, Ekoto, Imara, ailleurs. Les autres enseignants avaient quoi comme salaire? 110, 120 000 francs congolais. Si vous voulez résoudre la question de la qualité, à mon sens, dans les établissements de l'État, quel est le premier levier? Commencez par mettre ceux qui dispensent le cours dans un contexte peut-être pas très réluisant, mais minimaliste. C'est ce qu'on appelle rétablir l'équilibre en termes de paiements. Il y avait un salaire où les agents des services centraux, qui touchaient jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 millions, mais c'est lui pour qui ils sont là, l'enseignant. Il était marginalisé. À votre avis, vous êtes dirigeant. Qu'est-ce que vous touchez en premier? Comment résoudre le problème de la qualité si vous ne voulez pas toucher à la rémunération de l'enseignant? Cet enseignant-là, aujourd'hui, a négocié son salaire à Bibois à 800 000 francs congolais pour la première phase. L'État congolais a déjà exécuté la moitié. Il est à 410 000. Maintenant, est-ce que pour vous, vous pensez que commencer par là est une erreur? Je ne pense pas. Il fallait commencer par là cette fois-là. Maintenant, l'État pourra être exigeant. Et quelle est l'exigence de l'État? C'est-à-dire, dit, bon, maintenant, quand on y va, la première des règles, on nettoie. On voit qui est réellement enseignant, qui ne l'est pas. Parce que ces secteurs-là, au regard de la somme maudite que l'enseignant touchait, il y a ce qu'on appelle la fuite de compétences. Quelqu'un qui a bien étudié, qui a son instruction, n'ira pas faire l'enseignement. Parce que ça paupérise, c'est un métier clochardisant. Comment faire pour attirer les compétences vers les secteurs? Commencer par équilibre, établir un contexte social favorable pour ces métiers-là. C'est maintenant que l'État peut être exigeant dans le recrutement, mais aussi dans la répartition de ceux qui doivent dispenser les cours d'usage. Cet État-là est conscient, il dit, bon, au-delà de faire ça aussi, il y a ceux qui ont été avant, comment faire pour les mettre à jour? L'école de formation de l'enseignant au Congo central, qui est projet pilote, qui sera lancé bientôt, le projet est déjà en construction. C'est pour vous dire que cet État-là, l'État est conscient dans ces secteurs-là des défis à relever. Maintenant, quand il finit, c'est alors que cet État dit on va prendre la dynamique vers la question de la qualité. Cette qualité ne s'était pas détériorée du fait de la gratuité. Il ne faut pas dire ça aux gens. Aucun Congolais, depuis les années 90, dira que cet enseignement-là avait la qualité. Personne. Et c'est pourquoi cet État-là a dit, bon, pour maintenir l'équilibre, a fait un effort régulièrement chaque année de maintenir un discours avec les enseignants. Et de manière régulière, l'enseignant rencontre l'État congolais rencontre les enseignants et discute de l'évolution des engagements pris. Les assises qu'on appelle des mots et la loge. Et ces enseignants-là vont en discussion parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, il y a eu des engagements et cet État a fait un effort d'exécuter son engagement. Ça n'a rien à voir avec la question de la qualité. La question de la qualité est une question subsidiaire. Merci. C'est maintenant que cet État-là, après avoir établi un peu d'équilibre, peut se montrer exigeant dans qui on doit donner la craie. Merci. Merci, monsieur Mike Ogardi. Diana, je veux vous donner le mot de la fin parce qu'on a la fin. Non, le mot de la fin, je vais dire autre chose. Le mot de la fin, je vais revenir sur la question de l'élection. Laissez-moi juste une minute, je reviens sur la question de finances. Par contre, sur la question de finances, il a évoqué des éléments très vrais. Mais je voulais faire voir aux Congolais un peu plus loin. Okay. Prenons par exemple la question de la monnaie. Remontons jusqu'en 2001. Jusqu'à aujourd'hui. Établissons l'échelle. Okay.
vous verrez que ça va crescendo. On peut dire que non, avant c'était à 190. Oui, mais avant 190, on était à 98, à 92. On était à 70, à 60. C'est là où j'ai dit réfléchir sur un problème structurel en proposant des solutions conjoncturelles. Dès lors qu'on sera une économie dépendante des fluctuations extérieures, arrêtons de croire que cette monnaie-là, sa valeur va monter au gré du contexte économique international et par ricochet national. Et c'est logique. Félix va partir. Délice Essang arrivera. Tant qu'il ne sait pas résoudre les questions dans le fond, ces dollars-là ira jusqu'à 30, 40. J'aurais aimé qu'on me dise qu'il y a eu une stabilité. Il y a eu un moment où, dans le cours de l'histoire, en 10 ans, il y a eu un moment où on est retombé plus bas qu'avant. Mais le contexte nous prouve à suffisance qu'on y va crescendo. Ça continue à monter, peu importe. Donc, en gros, les problèmes du Congo sont des problèmes d'ordre structurel. C'est pourquoi j'aime la phrase de Lionel Jospin qui a dit l'essentiel n'est pas de réussir ou d'avoir perdu dans la gestion de la République. L'essentiel, c'est comment on a vécu pour la fonction, parce que, en tant que dirigeant, il y aura toujours des conséquences, soit exogènes, soit internes, qui t'empêchent de pouvoir appliquer une politique. Merci, monsieur Michael. Ce problème-là dépasse. C'est là où on revient sur la question de l'homme. Il faut que le chef de l'État s'entoure de gens capables de produire l'intelligence congolaise, résoudre le problème. C'est quoi résoudre le problème du Congo? Changer des paradigmes. Le Congo est un État à vocation industrielle. Il faut qu'on aille dans cette dynamique-là, qu'on se mette à produire. C'est alors qu'on aura résolu, parce que notre monnaie est dépendante. Merci. Des expatriés. Merci. On ne peut même pas dédollariser notre économie parce qu'elle est intégralement dépendante de la monnaie étrangère. Merci. Ça n'a rien à voir. Merci. On me fait signe. On est vraiment à la fin. Je veux donner la parole à M. Jean-Patrick Moussenga, parce que vous l'avez consommé le minute. M. Jean-Patrick, vous aurez 2 minutes. Je vous donne 2 minutes. Là, vous pouvez placer mot sur le pouvoir d'achat, et la situation sécuritaire. Il dit, sous le régime Tshisekedi... Je suis vraiment marginalisé sur ce plateau. Je comprends rien. Souffrez. Je comprends rien. Bon. Souffrez aujourd'hui. Ok. Voilà. Je voudrais quand même revenir sur l'aspect sécuritaire. Ok. Pour montrer à mon frère que la lecture est biaisée lorsque... Sa lecture. Oui. Sur la situation. Oui, lorsqu'il parle de l'arrivée de Tshisekedi et maintenant. Ok. Je veux lui montrer que le maintien de l'ordre, c'est dans des sociétés stables. Malgré qu'ils sont stables, ils s'exercent aussi au rétablissement de l'ordre. Bien qu'ils ne sont pas dans une situation trouble, ils s'exercent parce qu'ils veulent anticiper. Si jamais ça arrivait, comment on va faire? Mais nos sociétés à nous n'ont jamais été stables. Quand je parle de nos sociétés, ce sont les sociétés africaines ou encore du tiers-monde. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, en 2019, on trouve 480 groupes armés. 480 opérant en RDC. 480. Aujourd'hui, on n'en cite que 13. Je sais qu'il peut y en avoir d'autres. Mais ceux qui ont été identifiés, on en cite 13. 480, c'est quel rapport? J'aimerais bien faire un peu de la curiosité. Je pense que c'est le rapport de l'ONU. De quelle année? 2018. 2018. 2018. 480 groupes d'armes. Oui. C'est pas des chiffres. Oui. Et vous allez trouver que lorsque l'on parle de l'accalmie, on vous montre qu'il y avait accalmie parce que certains groupes terroristes gérés aux côtés du pouvoir central. Il y a eu des concessions. Leurs membres au pouvoir central.
C'est vrai ça? 20 secondes, Chité. Je vous amènerai même les noms. Ok. Parce que je tout ça. Je précise que vous êtes un ancien soldat. Justement. Ok. Ces gens-là ne pouvaient pas revendiquer quoi que ce soit parce qu'ils étaient dans le système. Maintenant qu'ils sont en train d'être mis au circuit, ils revendiquent. C'est justement la preuve que, à cette période, nous n'étions pas un État uni. Il parle de l'antichambre de la balkanisation. Qui a commencé C'est ce quand? qui a amené le pays, mais non à l'antichambre de la balkanisation. Qui a commencé quand? C'est ce que Maître a dit. L'antichambre ou le projet pour balkaniser la RDC a commencé en 1989. Lorsque l'Occident a vomi le maréchal et qu'il y a eu la fin de la guerre froide, ils ont trouvé qu'il ne faudra plus que le Congo reste uni parce que nous avons besoin de ce qui est au sein du Congo. Et mon aîné, Delis Esanga, a fait partie de ce complot de balkanisation. C'était un résistant. Peu importe. Mais il était dedans. Parce que le RCD avait occupé une partie où il gérait seul. Le MLC avait aussi une partie où il gérait seul. Les autres également. Et l'entité appelée l'entité gouvernement. Sa partie aussi. C'était déjà une balkanisation. Donc, la balkanisation n'a pas commencé. Ou l'antichambre, que lui appelle bien l'antichambre, la balkanisation, n'a pas commencé avec Tshisekedi. Merci, merci. Aujourd'hui, Chut, 5 secondes. les Congolais peuvent être divisés sur les idéologies, mais le Congolais reste entièrement uni pour que le Congo ne soit plus balkanisé. Merci. Ça, ce sont aussi les efforts de Tshisekedi. Merci, monsieur Jean-Patrick Moussengo me fait signe. Vraiment, on a la fin. Mais qu'est-ce que je vous ai fait aujourd'hui? Je suis venu avant tout le monde. Calmez-vous. Vous me punissez. Donc, je vais commencer à revenir en retard. Calmez-vous. Alors, je vous donne une minute comme mot de la fin. On conclut l'émission. Vous pouvez conclure. La RDC face au défi de la bonne gouvernance. Quel type d'homme pour relever ces défis? Il y a aussi les défis des élections. Aujourd'hui, vous sentez, il y a le jeu de mots entre Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI, et Didier Manara, les nouveaux et les autres. Parmi les défis de la bonne gouvernance, il fallait organiser les élections après 5 ans. Parce que les élections, si on n'organise pas ces élections, c'est une source de tension. Peut-être il y aura de morts. Vous savez bien comment l'Afrique fonctionne face aux élections. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour connaître les élections apaisées? Vous concluez, vous donnez également la santé. Vous ne donnez pas assez de temps, il y a des choses que j'aurais dû dire aussi. Malheureusement, on n'a pas assez de temps, mais je vais encore vous inviter. Je reviens vite sur ce que notre Patrick a dit tout à l'heure. Bon, sur la situation de RCD, Delis Esanga a participé à la balkanisation. Je crois que ceux qui connaissent l'histoire face au pouvoir de Kabila, qui était un pouvoir qui ne répondait qui ne reconnaissait. Je crois que lui-même aussi c'est un ancien enfant soldat. Oui. Soldat. Un ancien soldat, oui, pas enfant soldat. Bon, c'est la nuance. Un ancien soldat aussi, mais il veut se tirer sur l'honorable, c'est ça, alors que lui-même est dans la peau de celui-là. Non, en fait, votre lutte à l'époque, était noble. C'était une lutte armée. Parce que la lutte pacifique de l'UDPS à Kinshasa a été essoufflée, n'a pas pu donner des solutions pour mettre hors d'état de nuire le pouvoir de Kabila. Et aujourd'hui, cette lutte armée, on peut tout le reprocher, nous a permis d'avoir une nouvelle république. Cette nouvelle république a permis à ce qu'on ait une nouvelle constitution, que votre lutte pacifique qui n'a pas produit de fruits hier, vous permette aujourd'hui d'arriver au pouvoir par de voie pacifique. C'était une lutte qui a donné des fruits. Comme les autres luttes armées qu'on a connues dans le monde, qui a permis la libération de peuples. Et l'honorable Sesanga a participé à cette lutte, le président Sesanga a participé à cette lutte. Et moi, je suis fier de ceux qui ont fait cette lutte, parce que si ce n'était pas bien, un des meilleurs de nous tous, Étienne Tshisekedi, n'aurait pas à un moment donné
pactisé avec les RCD Goma, jusqu'à dire que si vous voulez la démocratie aujourd'hui, c'est Etienne Tshisekedi, c'est collègue Brackman, c'est écrit noir sur blanc. La démocratie aujourd'hui passe par les RCD Goma. C'est un des meilleurs de nous tous, hein, les Sphinx. Je crois que vous êtes un de soldats 30 secondes. Qui salue des mérites. Okay. Donc, sur ce point, il faut 30 secondes, Chité. La question des élections. République, 1+4 est fini. Nous sommes maintenant dans la gestion sous la Constitution. Il est un peu passé 2006. Pour conclure sur les élections, je crois que le cycle électoral qui arrive a des défis majeurs. Le premier défi, c'est de rassurer la continuité du cycle électoral en respectant le délai de la Constitution. Le deuxième cycle, c'est la crédibilité de ces élections qui passera évidemment par la révision de la loi électorale, permettre en fait aux partis de l'opposition à amener leurs membres effectifs à cette CENI. Et troisièmement, à harmoniser cette irrégularité parmi les membres de la Cour constitutionnelle. Tout ceci est possible à se faire même pendant la session de mars s'il y a une vraie politique, s'il y a une vraie volonté politique à nous amener vers des bonnes élections. Donc vous ne serez pas prêt pour un glissement, même pour un dialogue? Écoutez, les Congolais doivent se rencontrer pour discuter autour de plusieurs enjeux du pays. On ne peut pas dire aux Congolais de ne pas se rencontrer. Il y a beaucoup de problèmes. Ils peuvent se rencontrer pour discuter, mais nous sommes contre un glissement. Nous sommes contre un dialogue pour le partage équilibré et équitable du pouvoir, ce qui est péjoratif. Merci. Il faut permettre à la République de continuer à vivre. Merci. Il faut permettre à la République de continuer à vivre. Et les institutions à rester stables et équilibrées. Merci. Alors, Monsieur Gardi Diana, est-ce un pays qui se respecte peut accepter d'organiser les élections sans d'autres provinces et d'autres territoires? Est-ce qu'il ne faut pas mettre les élections à côté, essayer un peu de reconquérir nos terres et puis voir à l'interne comment organiser les élections? Ça serait diabolique. Vous faites un discours politique, malheureusement, qui continue à jeter beaucoup du feu sur le débat public. Okay. Parce que jusque-là, la règle, cette CENI-là a beaucoup de difficultés, notamment sur le défi d'ordre financier. Mais cette CENI-là n'a jamais levé l'option de pouvoir aller vers un glissement. Et aujourd'hui, les discours de ce genre-là opposent la CENI à l'opinion publique. Parce que la logique veut qu'avec l'allure qu'on a pris ici, qu'on reste dans ces droites lignes-là de respect des exigences constitutionnelles. Organiser les élections est à la fois cette forme d'exigence, mais aussi d'obligation. Okay. Une sorte d'impératif constitutionnel. Et que je crois que cette CENI-là aujourd'hui est victime justement de ce genre de discours-là. Et par exemple, quand Corneille Nangaa parle, on ne sait pas faire la part des choses entre y part en tant qu'expert ou en tant que candidat président de la République. Ça aussi, c'est une difficulté. Je crois qu'en tant qu'ancien président de la CENI, je ne veux pas entrer dans le jeu de Manara, mais je crois que il y a une limite dans le droit de réserve et il y a des sujets, des fonds où il faut donner son intelligence. Okay. Et il en a suffisamment pour partager avec cette CENI. C'est-à-dire, une CENI qui a organisé des élections avec 1,8 milliard dollars américains, 1,8 milliard de dollars américains, une CENI qui aujourd'hui se débrouille avec 400 millions à peine. Cette CENI-là qui autrefois, aujourd'hui a 4717 centres de vote de plus, qui a des enjeux un peu plus différents, parce que cette CENI-là aujourd'hui fait participer même le Congolais de la diaspora. Faudra à un certain moment être juste et respecter les efforts qui sont fournis. Okay. Cette CENI-là a commencé avec beaucoup de difficultés, mais moi je suis de ceux qui ne qualifient pas l'infraction avant l'acte. J'aime tellement les élections que je veux accorder toutes les chances à cette CENI-là, qu'elle aille faire son travail. Je reviendrai juger la CENI selon le résultat ou selon tout ce qui peut empêcher à ce qu'on respecte cette exigence constitutionnelle. Pour l'instant, les bénéfices du doute, au-delà des politiques, les politiques ont d'autres revendications, on le leur laisse. Okay. Mais à ce stade ici, je crois que cette machine qui s'est enclenchée, les politiques doivent éviter des discours tendant à opposer cette CENI à l'opinion publique et laisser cette CENI faire ce travail dans de contextes très difficiles. Merci, vous avez répondu une part de ma question, mais pas la totalité. Alors, c'était quoi encore la question? Je vous la donne. Cette question, ça serait responsable d'organiser les élections en RDC sans Bunagana et d'autres territoires? Il y a une jurisprudence. Je veux vous montrer quelque chose et puis je veux répondre à votre question. Vous savez, dans le contexte actuel, je pense que tout leader congolais sait que Tshisekedi n'a pas de challenger. C'est vrai ça? S'il organise les élections libres, démocratiques, en cette période ici, il passe au la main.
Donc, c'est pas lui qui peut avoir peur. Vous avez les Faïlou, les Katumbi, les Matata et les autres. Vous pensez que c'est des poids mouches devant Tshisekedi? Je n'ai pas parlé de poids mouches. J'ai l'obligation de respecter tous mes aînés. Je ne peux pas minimiser un adversaire. Moi, je suis sportif. Tout adversaire, on le prend au sérieux. On ne minimise aucun adversaire. Mais nous savons tous que dans cette période ici, dans ce contexte actuel, sans tricherie, sans quoi que ce soit, Tshisekedi gagne ses élections au la main. Mais 5 secondes. Tshisekedi sera face à son peuple de l'Est pour répondre. Merci. Donc, avec une situation sociale dégradante, une situation sécuritaire intenable. Mais je crois que la réponse à sa question, c'est que dans cette zone-là, la deuxième zone opérationnelle, Sud Kivu, Nord Kivu, le processus d'enrôlement avait déjà commencé et qu'on a même ajouté 15 jours. Je voudrais montrer que c'est de l'utopie. Maintenant, il se moquer faudrait de que nous Congolais soyons qui souffrent. francs envers nous-mêmes, francs envers notre peuple. Si l'opposition veut les élections, que nous allions aux élections. Mais l'opposition ne réclame que ça. Explique notre peuple. L'opposition ne réclame que ça. Merci. Les élections dans le délai. L'opposition demande les élections. C'est Tshisekedi qui parle du report des élections. C'est Tshisekedi qui parle du report. Nous demandons les élections dans le délai. Ça, c'est l'opposition. La seule personne qui parle report. La seule personne qui parle report des élections aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi. C'est pas l'opposition. Le peuple attend le mettre hors de sa nuire parce que Félix Tshisekedi est devenu un danger public. Merci. Le peuple attend le mettre hors de ta de nuire par les élections. J'aimerais bien conclure l'émission. La RDC face au défi de la bonne gouvernance, quel type d'homme pour relever ces défis? Nous n'avons que la République démocratique du Congo. Une autre RDC est possible avec la nouvelle énergie. Je pense que les politiciens ont leur droit de demander les élections, l'opposition et autres, mais la Constitution veut à ce que 5 ans après qu'on organise les élections. Mais les dialogues, c'est aussi un moyen de calmer les jeux. Je souhaite que la République gagne, pas les individus. Sur ce plateau, j'étais avec Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'Envol, parti de l'opposition, de l'honorable et président candidat président de la République, et Délice Sang. Est-ce qu'il fera face à Tshisekedi? Voilà, merci. Et de l'autre côté, merci. Et de l'autre côté, M. Jean-Patrick Moussenga, enseignant à l'université, président d'une ONG à Rouvi, ancien soldat, un vrai patriote. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De l'autre côté, M. Mike Gardidana, très réclamé dans cette émission par rapport à son intelligence, analyste politique, journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. J'étais accompagné de la grande équipe de cette émission. Je vois M. Andrick qui était là, qui n'aime pas couper les cheveux. Je ne sais pas pourquoi. M. Andrick qui était là, à la régie. M. Rigan, l'âme de la rigueur. Rigan qui était là, régie finale, la réalisation, la ZIC et coordonnée par le doyen Philemon, les sages de la chaîne. Merci à vous. Et côté son, M. Sacré, mais j'ai oublié la seule dame qui est ici sur Percé. Voilà. Percé. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h. C'est chaque jour ici sur la chaîne de la Maman Nationale. 11h en direct et rediffusion. 22h. Au revoir.